Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là aujourd'hui. On va vous présenter durant une heure effectivement des solutions, des méthodes, des outils pour faire face à trois défis qui nous paraissent essentiels aujourd'hui pour les TPE-PME, d'abord celles que l'on côtoie au quotidien, Mélanie et moi. Donc l'idée, c'est de vous présenter un certain nombre de solutions pratiques. Pour nous, l'idée, c'est que vous repartiez de cette séance avec des idées, peut-être des envies de mettre en place des démarches sur lesquelles, bien évidemment, Mélanie et moi, on peut également vous accompagner, mais que déjà vous repartiez avec des idées et pourquoi pas aussi démystifier certains des thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, on va se présenter rapidement pour ceux qui nous connaissent pas, hein, juste quelques minutes pour que vous puissiez savoir à qui vous avez affaire et de quel droit. On vous parle de ça aujourd'hui. Donc, on a pris 3 sujets qui nous paraissent être vraiment au cœur des préoccupations des PME, TPE. Et puis, comme le disait Florence juste après, on laisse du temps pour les questions-réponses. Bien entendu, si on n'a pas le temps de répondre à tout, voilà, on pourra y répondre à part. Voilà, on reste à votre disposition pour échanger sur des sujets qui nous passionnent de toute façon au quotidien dans nos différentes missions. Alors, je commence. Donc, je m'appelle Mélanie Depoilly, je suis dirigeante de la société MD Veille que j'ai créée il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Donc, je fais du conseil, de la formation en veille stratégique. Je vais vous parler un petit peu plus en quelques minutes pour démystifier effectivement ce que c'est que de la veille stratégique. Vous en faites sans doute très certainement au quotidien, pas forcément de façon très organisée, pas forcément de façon collaborative non plus dans votre entreprise. Donc voilà, c'est l'occasion peut-être de reposer un petit peu les bases et puis de se dire comment je peux mieux faire ou aller un petit peu plus loin dans ce que je fais aujourd'hui. Donc voilà, pour vous parler globalement de mon parcours, je suis diplômée de l'École européenne d'intelligence économique et de veille stratégique, et je suis passée par différentes entreprises avant de décider de me mettre au profit, au service des PME, TPE sur la Normandie, mais parfois on dépasse aussi un peu les frontières. Voilà. À toi, Hélène. Merci. Donc moi, Hélène Thiers, j'ai fondé il y a 10 ans le cabinet Elis Conseil qui est basé au Havre. Je travaille seule. Je suis consultante à la base en démarche qualité, donc beaucoup autour des normes ISO 9001 et maintenant Calliope pour les organismes de formation CFA. Et puis, je m'intéresse surtout aux TPE-PME et dans ce cadre-là, au-delà des démarches qualité, je les accompagne régulièrement sur des démarches transverses qui peuvent être des démarches d'organisation, des démarches projets de manière générale et aujourd'hui aussi des démarches RSE, puisque les petites entreprises n'ont pas toujours la possibilité de détacher du temps à leurs salariés. Voilà, tout le monde a sa mission bien définie et pouvoir faire appel à une consultante sur une période donnée pour un projet donné, bah, ça apporte vraiment une bouffée d'oxygène à l'entreprise. Ça permet de faire avancer des sujets collectivement, bien évidemment. Mais dans ce cas-là, moi, j'ai un rôle voilà, de pilotage, de gestion de projet, de coordination pour bah, voilà, aller glaner les informations, mobiliser les équipes autour d'un projet commun, voilà, qu'il s'agisse d'une certification qualité, d'une labellisation RSE ou autre. Voilà. Je pense qu'on peut poursuivre. Alors, un petit mot par Mélanie pour nous expliquer ce qu'est la veille. Juste pour remettre pour qu'on soit bien d'accord, parce que bah, forcément, on va en parler tout au long des exemples. Une veille stratégique, c'est quoi? C'est aller mettre des petits radars à différents endroits pour récupérer de l'information de façon plus ou moins automatisée. Et en fait, en fonction du type d'information et des sources qu'on va vouloir surveiller, bah, la veille stratégique, elle peut être commerciale, concurrentielle. Vous avez peut-être entendu parler de veille scientifique, innovation, juridique, bref. Tout ça, ça existe, ça coexiste même. On n'est pas obligé d'avoir une veille que concurrentielle. Elle peut être concurrentielle et économique, concurrentielle et réglementaire. Bref, tout ça, ça coexiste et vous allez le voir dans nos différents exemples. Et c'est important de le savoir. À quoi ça sert de mettre un petit peu de veille dans tout ce que vous faites et dans tous vos projets? Finalement, les différents enjeux,
eh bien, ça permet déjà de gagner du temps. Parce que si on a déjà mis en place un certain nombre de petits process autour de la veille, ça permet de ne pas courir après l'information quand on en a besoin. Le principe, c'est que vous êtes alimenté un petit peu régulièrement, donc ça vous fait gagner du temps. Et puis surtout, ça ouvre de nouvelles portes, de nouvelles opportunités. À vous après derrière de mettre les actions en place, d'identifier les risques. À vous de prendre les bonnes décisions derrière. C'est pas parce qu'on a la bonne info qu'on prend toujours les bonnes décisions. Après ça, c'est la responsabilité du dirigeant d'analyser correctement et de prendre les bonnes décisions. Mais l'essentiel étant déjà d'avoir les bonnes infos. Ensuite, c'est aussi important, cette alimentation d'information qui est un peu le nerf de la guerre pour tous et pour tous les sujets, c'est de bien connaître son environnement pour bien s'approprier le discours commercial. Si on a toujours le même discours commercial depuis 10 ans, forcément la crédibilité auprès des clients, c'est plus la même, quoi. Donc c'est important toujours de se tenir bien informé. Concrètement, si on communique sur les réseaux sociaux, LinkedIn ou autres, c'est bien de maîtriser les différents sujets, tendances aussi du moment, et puis qu'est-ce qu'on en dit et qu'est-ce qu'on peut en dire. Et puis d'anticiper et de centraliser, c'est encore mieux si on peut le partager dans son entreprise, effectivement, avec les différents collaborateurs. Mais ça, c'est la cerise sur le gâteau. Quand on fait du collaboratif, ça peut être intéressant. Voilà, ça c'est le global, les bases qui sont posées pour les différents sujets. Ensuite, on va prendre les cas particuliers du recrutement, Hélène, notamment. Oui, tout à fait. Donc, on démarre sur nos 3 sujets, les 3 sujets qu'on a sélectionnés pour aujourd'hui. Il nous a semblé que voilà, le contact des entreprises, des dirigeants qu'on peut avoir aujourd'hui, au contact des entreprises qui remontent extrêmement régulièrement, ce sont les difficultés de recrutement. Je crois que moi, aujourd'hui, dans ma clientèle, 100% de mes clients ont à minima un poste ouvert et ont sans doute depuis plusieurs mois d'ailleurs, parce que beaucoup de difficultés à recruter. Il fut une époque pas si lointaine, les difficultés, c'était des problèmes d'approvisionnement de matières premières, voire de carnet de commandes. Aujourd'hui, moi, en tout cas, la problématique principale commune chez mes clients, c'est vraiment le recrutement. Donc, je pense qu'ils sont représentatifs d'une partie des entreprises françaises, d'où ce sujet. Alors, on a effectivement aujourd'hui, la CPME l'a remonté en 2022, effectivement, 91% des TPE-PME qui constatent des difficultés de recrutement. Alors, les difficultés de recrutement, ça a quoi comme impact, évidemment? Ça peut limiter la production, ça peut retarder, évidemment, le développement d'une entreprise qui a des marchés, mais qui ne peut pas les honorer. Ça va surcharger les équipes présentes et donc potentiellement les fatiguer, les user plus rapidement que ça ne devrait, en tout cas. Et puis, effectivement, par rapport à d'autres concurrents qui, eux, peuvent recruter, c'est une perte de compétitivité. Donc, face à ça, moi, j'ai repris ici quelques solutions que j'ai pu observer chez des clients. Par exemple, s'associer à des écoles ou des centres de formation. Hier, j'étais en lien avec une personne qui est responsable des relations entreprises dans un CFA, centre de formation par apprentissage, qui m'expliquait qu'elle venait d'ouvrir une section, un BTS optique, suite à effectivement des liens réguliers avec des opticiens qui ont extrêmement beaucoup de mal à recruter sur le bassin du Havre, par exemple. Donc là, la solution, ça a été un lien très fort entre école et entreprise, centre de formation et entreprise, pour aller ouvrir les formations nécessaires sur le territoire. Donc ça, quand une entreprise a besoin de recruter, ça peut être aussi une manière, voilà, d'aller à la source, c'est-à-dire d'aller au contact des écoles, des centres de formation, pour aller remonter le besoin et une goutte plus une goutte fait un ruisseau et voilà, un fleuve, et inciter les centres de formation à ouvrir des formations dans le domaine. Ce n'est pas une solution magique, mais ça peut être effectivement un des aspects. Autre solution qui existe depuis quelques années, la FES, l'action de formation en situation de travail. Moi, pour le coup, elle a été expérimentée par un de mes clients qui avait du mal à recruter en industrie plastique notamment. Ça permet effectivement d'aller recruter des personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, France Travail maintenant, en tout cas qui sont en situation de recherche d'emploi, de les former sur un poste
en collaboration donc avec Pôle emploi et un centre de formation, avec des phases réflexives aussi pour s'interroger sur sa pratique et s'améliorer. Ce n'est pas juste du tutorat ou du binôme, hein, c'est vraiment une démarche extrêmement codifiée et processée. Et ça donne vraiment des bons résultats. Là, pour le coup, ils ont formé et recruté 2 opérateurs de cette manière-là en les formant sur le poste. Voilà. Donc, et ça permet aussi aux personnes de tester le métier, de s'y confronter de manière réelle. Et donc, très certainement, on imagine une fidélité aussi plus longue une fois qu'on a recruté ces personnes. Recruter en apprentissage, même chose. Alors, c'est toujours à double tranchant, effectivement. On passe du temps à former une personne, à l'accompagner en espérant qu'elle reste. Donc, voilà, ça nécessite beaucoup de dialogue, beaucoup d'échanges, d'écouter aussi les attentes de la personne pour pouvoir la conserver le plus longtemps possible. Mais ça peut être aussi, bien évidemment, une solution. Et puis, quelque chose auquel, effectivement, les TPE-PME ne pensent pas forcément ou n'investissent pas beaucoup, c'est pourquoi pas la veille auprès des employeurs concurrents. Donc là, Mélanie va nous en parler juste après. C'est-à-dire, qui recrute dans mon secteur et comment font-ils pour recruter? Quels sont leurs atouts que peut-être mon entreprise n'a pas et comment valoriser ces atouts, notamment en travaillant sur la marque employeur. Comment je peux attirer, comment je peux parler de l'histoire de l'entreprise, de ses valeurs, de peut-être montrer des portraits de nos salariés, les mettre en valeur aussi au niveau des réseaux sociaux, par exemple. Est-ce que je soigne mon onboarding, c'est-à-dire la phase d'accueil du recruté dans l'entreprise, comment la personne est accueillie, est reçue, qu'est-ce qu'on lui explique quand elle arrive, tout ça, ce sont souvent des domaines qui sont un peu laissés de côté dans les TPE notamment. Et je pense qu'aujourd'hui, vu la situation en lien avec le recrutement, ce sont des sujets qu'il faut vraiment prendre à bras-le-corps. Donc tout ça, ça se travaille effectivement en termes de documentation, de communication et de veille. Et là, je laisse la main à Mélanie. Oui, oui, tout à fait. Donc l'idée est effectivement, vous pourriez dire de prime abord, bah, pourquoi je vais aller surveiller ce que mes concurrents font pour aller recruter. Je ne suis pas pareil, on n'a pas les mêmes valeurs. Bon, effectivement, mais justement, mettre en place une veille sur ses concurrents, c'est pas regarder pour copier, au contraire, c'est regarder pour se différencier, pour justement savoir comment eux se positionnent, pour se dire bah non, mais en fait moi c'est pas du tout mes valeurs. Moi, mes valeurs, c'est plus ça. Et donc, du coup, mettre le paquet sur la différenciation. Alors, certes, ça peut aussi vous apporter des nouvelles idées, des choses sur lesquelles, en fait, ça fait partie tellement intrinsèquement de la boîte que ça vous paraît tellement naturel que vous communiquez très peu dessus. Que ce soit à travers, quand on parle communication, c'est pas toujours les réseaux sociaux. La communication, bien entendu, c'est pas que ça. C'est aussi à travers une offre d'emploi, la rédaction de l'offre, ce qu'on dit dans l'offre pour pouvoir attirer les candidats. Donc l'idée, c'est de se différencier pour que le candidat, quand il voit l'offre ou quand il voit effectivement des posts, si vous postez des choses sur l'entreprise et son actualité, se dire ah bah tiens, là ça me parle, là il y a des choses intéressantes, il y a des valeurs qui me parlent et je pourrais correctement m'y retrouver. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en place une veille et de regarder un peu ce que tout le monde fait de façon à se différencier correctement. J'ai dû mettre une slide après, voilà, d'exemples, d'articles de différentes sources. Donc, vous voyez, vous avez la source Madines, Dynamique Mag, IT Social, mais là, c'est vraiment des exemples d'une veille que je fais pour quelqu'un, effectivement, qui s'intéresse au recrutement. L'idée, c'est que régulièrement, elle ait ce genre d'articles pour lui apporter des nouvelles idées, pour se différencier et puis aussi pour voir un peu la tendance du domaine dans le recrutement, comment ça se passe aujourd'hui pour recruter. Ça change énormément et si on se tient pas un petit peu au courant sans être un professionnel du RH, bien sûr, on peut se faire accompagner par des professionnels dans le secteur, mais là, l'idée, c'est de se dire, OK, il faut quand même que je suive un peu la tendance, il faut que je regarde un peu comment je fais pour me différencier et trouver les bonnes personnes qui peuvent me correspondre dans la durée et correspondre à la boîte. Enfin, voilà, c'est vraiment un échange des deux côtés. Maintenant, je pense que tout le monde en est bien conscient. Donc, l'idée, c'est vraiment de rester à jour sur le sujet et de s'alimenter en termes d'informations sur les bons sujets et les bons axes. Voilà l'apport que peut vous apporter la veille sur ce sujet du recrutement.
Très bien. Alors, je poursuis, à moins qu'il y ait des questions particulières, Florence, sur le sujet du recrutement? Non, pour l'instant, en fait, pas de questions. Pas de questions. Bon, n'hésitez pas si vous Voilà. en avez à les écrire dans Voilà. le petit chat et on les traitera, soit en cours de route, soit à la fin. Pas de souci. Très bien, donc deuxième défi qu'on a sélectionné pour vous ce matin, donc la décarbonation. Réel sujet dont on entend énormément parler et dont voilà, forcément, les TPE-PME ne sont pas toujours, ne sont pas encore toutes emparées. C'est quand même quelque chose d'important. Alors, quelques chiffres à l'appui de cette démonstration. Donc, selon une source BPI France, 35% des PME auraient évalué leurs émissions carbone. Donc, c'est très bien parce que c'est la première étape pour pouvoir agir. Hein, c'est déjà de mesurer à travers un bilan carbone. Mais les actions restent insuffisantes. C'est-à-dire que, bon, déjà 35%, ça veut dire que 65% ne l'ont pas réalisé. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, comment est-ce qu'on met en place des actions? Sachant quand même qu'a priori, 30% des émissions proviennent des PME et des ETI, ce qui est énorme hein, en France. On ne se rend pas forcément compte de ça. On pense beaucoup aux grands groupes, aux grands sites industriels, etc. Mais voilà, 30%, ce n'est pas du tout anodin. Donc, c'est vraiment un sujet que les PME pourraient prendre à bras le corps. Si on ne s'intéresse pas à la décarbonation, effectivement, on risque de perdre de marché parce qu'on assiste quand même à, même si aujourd'hui ces démarches ne sont pas obligatoires pour les TPE-PME, il y a de fortes chances qu'elles le deviennent avec la réglementation environnementale de plus en plus pressante. Le CSRD, là, notamment, qui se développe énormément. Il y a également la pérennité des entreprises, parce que certaines entreprises, certains business vont être directement impactés par les changements climatiques, par exemple. Donc, s'intéresser à la durabilité de son entreprise, de par ses ressources, ses matières premières, les hommes et les femmes qui la composent également. La durabilité de l'entreprise, c'est vraiment au cœur, c'est un concept qui est extrêmement lié à la décarbonation. L'idée, c'est aussi donc d'anticiper la réglementation, c'est s'y mettre rapidement dès aujourd'hui. Pourquoi pas aussi, ça va permettre des économies d'énergie, hein, puisque toutes les utilisations voilà, d'eau, d'électricité, de gaz, etc., sont directement liées à la consommation de carbone. Donc, ça peut aussi émettre des économies pour l'entreprise. Je pense aussi qu'une démarche de décarbonation avec une communication, que ce soit carbone ou RSE plus largement, peut jouer favorablement sur la marque employeur. Et là, on rejoint le sujet de recrutement dont on vient de parler juste avant. Évidemment aussi les relations commerciales, puisque tout comme dans les démarches qualité il y a 20 ou 25 ans, les donneurs d'ordre ont influencé ou demandé ou exigé à leurs sous-traitants d'être certifiés ISO 9001 par exemple. C'est la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire que les grands donneurs d'ordre, les grandes entreprises qui sont soumises à de la réglementation en lien avec l'environnemental doivent émettre des bilans carbone et donc s'intéressent aussi au bilan carbone de leurs sous-traitants de rang 1, 2, 3. Donc, nécessairement, les TPE-PME le sont déjà ou vont être très prochainement impactés par ces aspects de décarbonation. Donc, quelques solutions possibles aujourd'hui, effectivement, plutôt en termes de levier, c'est-à-dire qu'au-delà de la contrainte, il y a évidemment une finalité environnementale dont on peut tous être, sur lequel on peut être tous très sensibles, évidemment, pour préserver les matières et la planète pour les générations à venir. Mais voilà, l'idée, c'est d'aller trouver des leviers, peut-être voilà, rechercher, faire la recherche et développement, de l'innovation pour aller chercher des nouvelles matières premières, des nouveaux fournisseurs, aller se porter sur de nouveaux marchés qui, eux, sont plus faibles en émissions carbone aussi. Ça, c'est tout à fait possible parce que ces secteurs à forte émission de carbone vont être impactés par la réglementation aussi à venir. Donc, il faut vraiment avoir une vision à moyen long terme là-dessus pour la pérennité de l'entreprise. Pourquoi pas, au niveau carbone, effectivement, intégrer des démarches qui peuvent exister au niveau des branches, donc jouer collectif, ne pas rester isolé parce que c'est un travail important, long, fastidieux, hein, les bilans carbone. Donc là, il faut être accompagné et certaines branches professionnelles, certains secteurs mettent en place des démarches collectives. Et donc ça peut être extrêmement porteur.
Ça peut être aussi, j'ai eu le cas récemment d'une présentation d'un collectif d'entreprises locales dans les boucles de la Seine, qui ont décidé de mettre en place cette décarbonation collectivement, se soutenir. Elles n'étaient pas du tout du même secteur d'activité, mais du même secteur géographique. Et là, ça a été une démarche animée par ce collectif d'entreprises. Donc, ça peut être très porteur. Il faut aussi être conscient qu'il y a des financements qui existent, notamment Décarbonation, qui est porté par l'ADEME et la BPI. Qui permet à des petites structures de moins de 250 salariés d'avoir un tarif préférentiel, en tout cas une aide sur les bilans carbone. Et il reste à charge de 4 000 € pour les entreprises, ce qui est assez honnête par rapport au prix constaté sur le marché. Donc, il faut bien le savoir, des financements sont possibles. Sur ce thème aussi, la veille que va nous présenter Mélanie est tout à fait pertinente. Oui, tout à fait. Sur des sujets de type innovation comme celui de la décarbonation, l'idée, c'est d'aller un peu plus loin que ce qu'on a l'habitude de faire. On le voit, hein, il faut plutôt, c'est plutôt la force du collectif qu'il faut aller chercher à travers différentes possibilités. Là, je le précise peut-être, vous pouvez, et on va le partager après dans les questions-réponses, avoir d'autres idées, comme le dit bien Hélène, c'est quelques solutions. Là, on a 1 heure, donc on ne peut pas vous faire le listing, la to-do list de toutes les solutions qui existent, mais c'est vraiment des pistes, et effectivement, vous pouvez en avoir d'autres qui peuvent compléter l'arsenal qu'on essaye de mettre en place. C'est à chacun de trouver ses propres solutions et son propre équilibre, parce que c'est vraiment des solutions assez personnalisées, mais clairement, la force du collectif, elle est importante. Et dans la veille et dans le sourcing, pour des sujets innovants, il faut aller un peu plus loin que le bout de son nez. Ça veut dire quoi, un peu plus loin que le bout de son nez? Ça veut dire exploiter toutes les richesses du sourcing. Donc, on l'a dit, c'est aller détecter des nouvelles opportunités, regarder les bonnes pratiques qui sont déjà mises en place. Les sociétés, qu'elles soient PME, TPE ou plus grosses entreprises, qui sont en avance sur le sujet, et c'est un peu aussi le rôle des grosses boîtes, c'est justement d'être le wagon numéro 1 de la locomotive et d'essayer d'embarquer tout le monde avec soi à travers justement le fait d'être prestataire de ces grosses boîtes, etc. C'est de regarder les bonnes pratiques existantes, d'identifier potentiellement les risques. Et est-ce que tu peux passer, s'il te plaît, la slide, Hélène, l'idée dans le sourcing et dans quelle source sur Internet je peux aller interroger. Et ben là, c'est une petite image que je souhaitais vous présenter qui vous explique que tous les résultats que vous voyez quand vous tapez quelques mots-clés dans Google, ça ne représente que 4% du web, d'accord, ce qui est remonté par les moteurs de recherche comme Google, par exemple. Tout le reste, c'est 96% du web. Ça ne veut pas dire que c'est interdit, hein, c'est pas du dark, c'est pas de l'interdit, on n'est pas là pour aller chercher des infos qui sont pas légales. Bien entendu, on reste dans le légal, mais l'idée d'aller chercher dans ce deep web, c'est de savoir correctement chercher de l'info et mettre en place des veilles pour aller chercher l'info qui n'est pas visible de tous sur Google. Et ça permet d'aller chercher un petit peu plus loin des choses qui ne sont pas accessibles, on va dire, au plus grand nombre. Et pour ça, eh bien, j'ai pour habitude, je fais aussi des formations pour des élèves cursus marketing en bac+3, bac+4, et j'ai pour habitude de leur dire: comment vous cherchez l'information si Internet n'existait pas? Alors là, bon, je sèche tout le monde, il n'y a pas grand monde qui a des idées, mais cette idée-là, c'est de se dire, réfléchir et faire appel à un brainstorming avant même de se jeter sur Google. Ça permet parfois d'identifier des sources qui sont très mal référencées par les moteurs de recherche pour des raisons X ou Y, financement, publicité, etc., algorithme, enfin voilà, il y a plein de sujets là derrière. Et d'identifier ces sources dans votre tête en disant, bon, si Internet n'existait pas, j'irai demander à un tel ou j'irai voir tel organisme, et dans ce cas-là, mettre ce nom-là dans Google pour aller derrière récupérer. Ça veut dire que potentiellement, voilà, c'est vraiment utiliser les outils comme les moteurs de recherche, ça peut être l'intelligence artificielle aussi, etc., comme étant des partenaires de votre cerveau, un relais, un partenariat gagnant-gagnant en disant, j'ai déjà réfléchi un petit peu, j'ai des idées, et puis lui va m'aider à aller un petit peu plus loin. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas négliger des sources comme la presse nationale. Là, pour le coup, la presse nationale, elle est plutôt bien référencée dans Google, mais bon, en tout cas, voilà, il faut la garder en tête.
Et surtout, moi, mon leitmotiv, c'est la presse régionale. La presse régionale, c'est une mine d'or. C'est des pépites, et des pépites qui sont très mal référencées dans Google, voire pas du tout, presque invisibles, d'accord? Certes, vous allez me dire, il y a le site actu.fr. Le site actu.fr, tout le monde le connaît, certes, c'est déjà une bonne base, mais il n'est pas du tout suffisant. C'est une toute petite partie de tout ce qui existe et qui est très riche en termes de bonnes pratiques, de choses existantes, de nouvelles démarches, de partenariats possibles, etc. La presse spécialisée aussi, je vais vous faire un petit focus dessus juste après. En fonction du secteur d'activité dans lequel on est, et on va voir là si on parle décarbonation, secteur énergie, environnement, c'est vraiment très très riche. Il y a énormément de sources qui s'intéressent à ce sujet, des spécialistes et des experts qui écrivent sur des articles sur le sujet et qui peuvent vraiment être très intéressants pour vous faire avancer dans votre démarche. Et à ne pas négliger, je ne sais pas si vous avez l'habitude, mais de vous abonner à tout ce qui est podcast. C'est très, très riche aujourd'hui. Il y a beaucoup d'experts qui passent par là, qui ne sont pas toujours retranscrits. Donc, du coup, difficile de les récupérer. Mais quand on met en place une veille et qu'on prend en compte cette source de podcast, eh ben, ça peut être vraiment très intéressant pour se démarquer et trouver des idées pour avancer tout seul ou de façon collective. Donc, juste après, je vous ai fait une petite slide pour vous donner un exemple, en fait, d'un certain nombre de sources dans le domaine énergie-environnement, de sources spécialisées. Là, je ne parle même pas des sources locales, nationales ou podcast, je parle vraiment de la source presse spécialisée en termes énergie-environnement. Donc, peut-être que certains connaissent, par exemple, Environnement Magazine, hein, qui est une revue qui est plutôt bien distribuée, plutôt bien connue, mais on connaît déjà un petit peu moins peut-être Actu Environnement, Le Droit de l'Environnement, Enerpress, Formule Verte, Recyclage et Récupération Magazine. Voilà, c'est intéressant quand même de se pencher sur cette question de titres spécialisés pour pouvoir aller plus loin sur un sujet aussi innovant et aussi spécifique que, par exemple, la décarbonation. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet. Excuse-moi, Hélène. Non, pas de souci. Je pensais juste en voyant la slide précédente Oui. qu'on aurait pu citer peut-être aussi en source de veille Oui. les webinaires de la CPME. Bien sûr, oui. Alors, ou d'autres. Voilà, c'est ça. Je me suis dit ça, et aussi sur la démarche effectivement du collectif où effectivement la CPME, elle est aussi partenaire. Aide-moi Florence que je dise pas de bêtises, de la démarche. Tu sais, comment il s'appelle? Voilà, la démarche décarbonation. Avec Néode. Voilà, Néode, merci, je ne trouvais plus le mot. Voilà, avec Néode, effectivement, qui peut être une des solutions collectives supplémentaires parmi tout ce qu'on a cité, effectivement. Ouais, tout à fait. Ouais. Juste, en fait, j'ai ajouté sur le chat, Franck a organisé il y a quelques semaines, si je ne me trompe pas, une fresque du climat. Oui. Et en fait, avec Laetitia, nous, on va vous proposer, donc vous allez recevoir l'invitation pour participer à une fresque du climat au mois de juin, l'une organisée sur Le Havre et l'autre organisée sur Évreux. C'est vraiment un sujet sur lequel on souhaite vous apporter beaucoup d'informations, parce que c'est effectivement un des défis des TPE-PME cette année et les années suivantes, bien évidemment. Ouais. Et même juste un petit mot, on a fait un atelier d'automne hier qui était vraiment super, donc ça sensibilise énormément, et notamment en termes de dirigeants de TPE-PME. Et donc on a eu une première approche avec la Convention des entreprises sur le climat. Et donc, si vous vous intéressez vraiment à cette convention, parce qu'on a quand même pas mal d'entreprises qui les rejoignent, n'hésitez pas à revenir vers nous, on va vous mettre en relation avec eux, parce que toutes les actions qu'ils mettent en place sont vraiment très intéressantes pour travailler sur cette partie, quoi. Effectivement, même, et juste une petite précision aussi sur ce sujet-là. On a organisé un webinaire mardi matin, justement, pour présenter la Convention des entreprises pour le climat. Donc, en fait, pareil, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube. On a enregistré le webinaire pour ceux qui n'ont pas pu y participer. Ouais.
Et c'est vrai que se sensibiliser déjà, soit dirigeant d'entreprise, en allant participer aux fresques du climat, fresques de la RSE, atelier d'automne, c'est une excellente idée. Et après, pourquoi pas solliciter un expert, un animateur pour venir en entreprise réaliser ces ateliers, pour sensibiliser l'ensemble des équipes et ensuite amorcer une démarche collective. Donc ça, c'est une première étape extrêmement utile et essentielle. Merci à vous deux pour tous ces beaux événements auxquels on a envie de participer, mais parfois, voilà, on n'a pas le temps, mais il faut prendre le temps sur des sujets comme ceci. Troisième et dernier sujet, donc le respect de la réglementation, bien évidemment. On fait lien avec la thématique de veille autour du juridique et du fiscal. Alors, pourquoi ce sujet-là? Effectivement, moi, j'entends énormément dans les entreprises dans lesquelles j'interviens que voilà, notre cœur de métier, c'est de servir nos clients, c'est de produire des biens et des services de qualité dans les délais, dans l'urgence souvent, etc. Et mon métier, c'est pas de suivre la réglementation, voilà. Ceci dit, alors je suis tout à fait d'accord, ceci dit, voilà, on entreprend en France et la règle du jeu, c'est ça, c'est de respecter toute la réglementation applicable. Alors, comment on peut, voilà, quelle solution par rapport à cette réglementation-là? Donc, on constate effectivement, moi je constate tous les jours qu'il y a énormément de TPE, PME, alors qui, par défaut d'information, enfin voilà, par méconnaissance ou par défaut de compétences aussi, ou en assumant tout à fait la chose, ne sont pas toujours en phase avec la réglementation. Je donne quelques exemples, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, le document unique, le RGPD, l'affichage obligatoire, les entretiens pro, alors qui ne sont pas forcément obligatoires pour toutes les tailles d'entreprise, mais qui sont quand même des exercices utiles. En tout cas, voilà, document unique, par exemple, là, il y a un vrai risque quand même en cas d'accident. Il y a des risques aussi d'amende. Je ne parle même pas des risques en termes d'image, s'il se passait un accident dans l'entreprise. Donc, c'est compliqué, effectivement, pour des dirigeants de TPE-PME d'être toujours informés à la pointe, de savoir où en est la réglementation, qu'est-ce qui s'applique à moi ou pas. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, des structures comme la CPME ont tout leur rôle à jouer parce qu'ils sont là aussi pour accompagner leurs adhérents sur tous ces aspects réglementation. D'ailleurs, là, en janvier 2024, je fais référence à des propositions qui ont été faites par la CPME, donc 80 propositions pour mettre fin à la complexité administrative en France. Et j'en ai tiré quelques chiffres assez révélateurs. En 2022, plus de 8000 arrêtés réglementaires ont été pris. Donc effectivement, il y a une vraie lourdeur quand même si on veut être à jour. Et puis, depuis 2002, entre 35 et 65 lois sont publiées chaque année. Donc tout ça, c'est voilà, énormément très chronophage de devoir rester à la page. Heureusement, il y a aussi des professionnels qui sont là pour ça, donc des consultants qui viennent en entreprise et qui peuvent voilà, alerter sur des aspects réglementaires qui ne seraient pas complètement respectés, des experts comptables, évidemment, des avocats ou des conseils juridiques. Donc l'idée, c'est de s'appuyer aussi sur ces conseils-là, bien évidemment. En termes de… et puis oui, autre risque, par exemple, pour le RGPD, en 2023, en France, il y a eu 42 sanctions pour 89 millions d'euros d'amende. Je pense notamment à des données, alors particulièrement pour des entreprises dont le cœur de métier est le traitement de données, hein, évidemment, mais pour n'importe quelle entreprise qui traite des données de ses salariés, de ses fournisseurs, de ses clients. Dès lors qu'on a un nom, un numéro de téléphone, un email personnel, c'est de la donnée personnelle. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on la traite? Comment on la sécurise? Tout ça, ce sont des choses qui sont à traiter dans le cadre de la mise en conformité RGPD. Voilà. Donc, ce sont quand même des sujets à ne pas prendre à la légère, au moins en être informé. Et puis, bon, après, voilà, prendre ses décisions, mais idéalement, se mettre en conformité. Donc, quelques solutions possibles, donc se rapprocher voilà, de la CCI ou de la Chambre des métiers de l'artisanat ou de structures comme la CPME, bien évidemment. Être informé des risques et après, voilà, faire ses choix. Mais en tout cas, s'informer sur les risques pour mon entreprise, pour moi-même en tant que personne, pour mes salariés. C'est quoi les risques que j'encours si je ne me conforme pas? Se faire aider effectivement par des consultants, j'en ai parlé. Et puis, trouver des moyens pour se faire informer en push, j'allais dire, hein, et là, Mélanie va nous en parler, sans trop d'efforts sur toutes ces évolutions réglementaires et pour se focaliser plutôt sur la mise en œuvre. Ne pas perdre d'énergie à aller chercher l'info, mais
qu'on vienne nous la donner pour ensuite voilà, effectuer ses choix et réaliser la mise en œuvre. Donc, je te laisse en parler, Mélanie. Oui, tout à fait. La réglementation, c'est un sujet pour le coup qui s'applique plutôt bien parce qu'on veut de l'info, comme le disait Hélène. On va pas s'amuser à aller lire toutes les lois et tous les arrêtés qui vont paraître tous les ans. Ils sont nombreux, ils nous concernent pas tous et ils n'ont pas tous un impact direct sur notre façon de faire, notre business. Mais l'idée, c'est qu'on l'info, on l'ait de façon synthétique, à jour, centralisée de façon à pouvoir la retrouver au moment où on en a besoin, hein, c'est quand même intéressant. Et puis d'avoir un rythme, c'est-à-dire que c'est pas au mois de décembre qu'on se dit bon alors il s'est passé quoi cette année, comment on fait pour l'année prochaine. Bon voilà, on se retrouve un peu à la bourre. L'idée c'est que ce soit régulier et que ce soit intégré dans les routines. Aujourd'hui, vous avez très certainement des routines de je consulte mes mails, je réponds à tel truc ou je lis tel truc. Voilà, il faut que ce soit intégré dans les différentes routines qu'il peut y avoir. Et donc là, je vous donne ici un exemple de veille juridique que je fais pour un client, mais après, voilà, il est tout à fait possible de mettre ça en place pour chacun. D'actu, en fait, général. Donc là, donc mes sources, c'est presse, web et réseaux sociaux, comme d'habitude. Et donc, c'est là, pour le coup, une veille trimestrielle pour un client qui a besoin d'avoir une vue d'ensemble juridique sur quelles sont les nouvelles choses. Donc là, par exemple, la nouvelle norme qualité, la vignette verte dont on parlait déjà en fin 2023, l'histoire du guichet unique, la facturation électronique. Enfin voilà, il y a plein de sujets qui touchent les PME, TPE. Là, c'est des exemples. Hein. Je vous mets un petit exemple, mais clairement, il y a pas mal de sujets. Donc, l'idée, c'est d'avoir un petit push, effectivement. Alors, il faut savoir, merci beaucoup Florence qui nous remet le site de la CPME où il y a beaucoup d'infos, on retrouve effectivement les événements, les webinaires, la newsletter où effectivement il y a de l'info. Moi, clairement, la CPME, c'est une de mes sources d'information. Je croise ce que a sélectionné la CPME dans ces différents sujets et ce pourquoi elle est partie prenante aussi. Hein. C'est ça aussi qui est intéressant dans la CPME, c'est qu'elle est tellement partie prenante dans les lois, les arrêtés et l'évolution qu'elle est plutôt bien informée sur le sujet. Donc, c'est une de mes sources. Et puis, j'en ai d'autres, type l'AFNOR pour tout ce qui est normatif, type voilà, source nationale pour quand on a des politiques, par exemple, qui s'emparent de certains sujets, qui les mettent en avant. Ça ne veut pas dire que ça ira jusque la loi et l'arrêté, mais ça permet aussi, en prospective, en anticipation, de savoir à quoi s'intéressent les grands sujets qui sont sur la table en ce moment, même si, voilà, on n'en parle pas toujours au JT de 20h, hein, clairement, ces sujets-là, ce n'est pas toujours les sujets qui intéressent les personnes lambda. Donc, c'est intéressant quand même de pouvoir avoir différentes sources d'informations pour pouvoir croiser tous ces différents sujets et pouvoir avoir une vue synthétique une fois par trimestre sur une veille juridique. C'est plutôt correct pour les dirigeants de se dire, OK, quels sont les sujets du moment, là où je dois avoir, moi, mon oreille un peu attentive, là où peut-être il faudrait que je m'inscrive sur un webinaire pour en savoir plus. Voilà, c'est comme ça en tout cas, que c'est plutôt efficace en termes de remontée d'informations et d'anticipation sur ces sujets-là. Et juste, je complète juste parce que je vois un mot qui attire mon attention, la ISO 9001 sur ton document. Il faut aussi, voilà, il y a la norme, la réglementation, et puis il y a toutes les normes volontaires, type ISO 9001, 50001 ou autres, que chaque entreprise peut décider d'appliquer. À savoir que dans la norme ISO 9001, on a effectivement aussi cette notion de veille, peut-être sous forme de connaissance organisationnelle, c'est le terme technique qui est utilisé. Mais en tout cas, même chose pour une entreprise, c'est vraiment les standards aujourd'hui de qualité que d'aller s'informer sur tous les sujets qui sont essentiels pour elle, à déterminer, bien évidemment, les sujets pertinents. Et je fais le lien aussi avec une autre norme sur laquelle je travaille régulièrement, qui est Calliope, qui est donc un référentiel de qualité pour les acteurs des compétences, donc les organismes de formation, les CFA, les centres de bilan de compétences et les accompagnateurs VAE, où là, sur 32 indicateurs, on en a 3 qui sont directement consacrés à la veille. Alors, la veille sur la réglementation dans le champ de la formation professionnelle, puisque là, ça évolue très, très vite et très régulièrement, donc il faut se maintenir à jour. La veille concernant
les métiers, les compétences sur lesquelles on forme quand on est un organisme de formation. Donc évidemment, s'assurer que les contenus qu'on diffuse sont toujours à la pointe et toujours en lien avec les besoins du marché du travail, par exemple. Et un troisième indicateur sur les innovations pédagogiques et technologiques. C'est-à-dire, est-ce que les méthodes pédagogiques qu'on utilise, par exemple, dans un organisme de formation ou un CFA, sont pareil, sont à la pointe, sont en lien avec les attentes de notre public. Donc on peut penser évidemment au digital, au mobile, à des formats un petit peu plus légers, voilà, à des exercices qui peuvent se faire sur une tablette ou autre. Donc voilà, on a aujourd'hui ces notions de veille de plus en plus présentes dans des normes volontaires aussi, d'application volontaire, mais qui démontrent bien que ça fait partie des bonnes pratiques, des meilleures pratiques pour une entreprise, une activité qui se porte bien et qui est à la pointe. C'est ça. Et si je peux préciser, donc voilà, quand on met en place une veille, l'important c'est la diversification des sources. C'est pas en s'abonnant juste à un site ou à une revue qu'on se dit bon bah c'est bon, ma veille est faite. Non, c'est important. La plupart du temps, on touche à différents secteurs, différents domaines. Donc c'est important de multiplier les sources pour pouvoir correctement faire sa propre analyse et aller ressortir les choses les plus pertinentes et intéressantes pour chacun, parce qu'on est tous des cas particuliers. Vous ne trouverez pas forcément une personne voilà, ou un organisme qui fera une veille qui sera spécifiquement pour vous. Donc, à vous de faire une veille maison. Mais vraiment, la clé pour que ce soit pertinent, pour pouvoir recouper les informations les plus intéressantes et les plus à jour, c'est la multiplication, la diversité des sources. Donc, la CPME en fait partie. Elle nous fait déjà un bon tri, une bonne sélection. Mais voilà, c'est important de pouvoir se dire, OK, on s'ouvre un petit peu au reste aussi pour récolter des bonnes pratiques et tout ça. Oui, puis je pense même dans les formats, c'est-à-dire non seulement des articles, des newsletters, mais aussi, comme vous faites là aujourd'hui, des webinaires, des salons, des interviews, des réunions, voilà, tout est source de veille finalement en allant, en étant curieux et en participant à différents événements organisés aussi par différentes structures. C'est ça, exactement. C'est ce qui va faire la richesse. Alors Voilà. peut-être que du coup, il y a des questions, des gens qui n'ont pas osé poser des questions dans le chat avant, n'hésitez pas. On a gardé un petit peu de temps pour répondre à toutes vos questions, interrogations ou même retour d'expérience hein, sur les trois sujets qu'on a abordés. Si vous avez, vous, de votre côté, comme je disais, on n'avait pas le temps de faire une to-do list complète de toutes les solutions possibles, mais on a évoqué déjà ce qui nous paraissait être le plus important pour se pencher dessus dès le début. Donc, voilà, si vous avez d'autres pistes ou d'autres choses que vous avez envie ou vous êtes en train de mettre en place, n'hésitez pas à le partager également. En tout cas, d'ores et déjà, merci beaucoup à toutes les pour votre intervention, pour voilà, toutes les pistes en fait que vous avez pu donner sur ces trois sujets qui sont vraiment très importants pour vous, chefs d'entreprise. Il y a eu quelques échanges, pas de questions, donc n'hésitez pas. Moi, je voulais juste rajouter pour la partie recrutement, en fait. Donc, Christine est intervenue pour parler de l'ADAPI 27. Sur l'heure, on organise des visites des différents ESAT tous les trimestres où, en fait, on fait un café employeur. On propose une visite de l'établissement et un échange en fait avec des chefs d'entreprise donc qui ont recruté des salariés en situation de handicap avec leur retour d'expérience. On l'a organisé, donc on a fait le premier de l'année 2024 avant-hier à Verneuil. Et c'est vraiment, voilà, c'était vraiment riche d'expérience, on va dire. Autre piste aussi dans le recrutement, en fait, c'est l'EPID. Donc, en Normandie, il y a 2 établissements. Donc, les EPID sont des établissements qui insèrent des jeunes entre 17 et 25 ans qui sont sortis du milieu scolaire à un moment de leur vie. Il y a un établissement à Val-de-Reuil et un établissement à Alençon.
Et en fait, ces jeunes volontaires, donc du coup, cherchent à s'insérer dans la vie active, donc soit par des stages, soit par des formations, soit par des CDD. Donc c'est pareil aussi, n'hésitez pas à avoir ce réflexe des EPID.